le but de la conférence de ce soir, c'est de parler de tout ce qui a trait aux diètes, aux monodiètes, aux jeûnes, aux cures, qui sont des choses qu'on dit naturelles, mais qui sont pour autant pas sans danger. C'est devenu un phénomène qui est assez largement répandu dans les médias spécialisés, dans les grands médias, voire même dans les médias dits de vulgarisation. On pourra presque plus ouvrir un journal féminin les prochains temps sans voir une cure de détox pour rentrer dans son maillot de bain l'été, pour effacer la cellulite, pour enlever la lymphe, etc. On a un certain enthousiasme à s'y intéresser parce qu'on voit quelque chose de bénéfique et assez rapide, souvent pour l'esthétisme, et puis avec un argument à chaque fois qui est c'est naturel donc ça peut pas faire de mal. Sauf qu'il y a tout un tas de choses naturelles qui font du mal. Alors, le sel c'est naturel, alors, les champignons c'est naturel, le venin c'est naturel, pour autant ça peut être néfaste. Donc derrière cette mode du tout naturel, qui est vraiment marketée, et puis autour de laquelle il y a beaucoup de communication qui est faite, pas spécialement par des spécialistes de la santé, mais aussi par intérêt pour avoir un lectorat ou pour surfer sur l'air du temps. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent, ou alors, là c'est là où c'est plus dangereux, de bonnes informations mais qui sont tronquées, ou trop résumées. Sachant aussi que généralement on parle en généralité, et chaque individu est très spécifique. Ici on a des sexes différents, des âges différents, des parcours de vie différents, des expériences de santé différentes, des patrimoines génétiques différents, des blocages psycho-émotionnels différents, des systèmes nerveux différents, des systèmes endocriniens différents. Donc évidemment qu'on ne pourra pas donner une recommandation généraliste à des gens qui ont des profils à ce point différents. Surtout quand on va viser un travail en profondeur très spécifique. Ça va être assez paradoxal ce que je vais dire, mais les cures poussées, et à l'extrême le jeûne, devraient être réservés uniquement aux personnes qui sont en bonne santé. Ça devrait faire partie intégrante de l'hygiène de vie naturelle, sauf qu'on a un mode de vie qui est presque antinaturel dans son fonctionnement, dans lequel on essaie d'y remettre des choses naturelles. Si on parle de diète, de jeûne, de monodiète, sans faire dans la fausse culpabilité, c'est presque des problématiques de riches. L'être humain, dans sa grande histoire, 99%, il a connu plus de périodes de famine que de périodes d'abondance. Donc il s'est jamais posé de question de savoir s'il fallait jeûner, de faire des diètes ou des monodiètes. Parce qu'il faisait avec ce qu'il avait comme ressources immédiates dans son environnement, et il faisait ce qu'il avait à manger. Donc le jeûne, c'était pas une pratique qui était choisie, c'était une pratique qui était imposée l'hiver. J'ai plus de réserve, je ne mange pas, et de fait, je jeûne. Je choisis pas de jeûner. Si je pouvais ne pas jeûner, je le fais. Après, il y a eu une institutionnalisation par des rites païens qui se sont transformés en rites religieux où le jeûne a pris une place dans la religion. Ça c'est une chose. Mais à la base, c'était quelque chose qui n'était pas choisi. Et aujourd'hui, dans le monde d'abondance dans lequel on vit, et à plus forte raison avec les réseaux d'échange mondialisés qui existent, je peux trouver tout ce que je veux. Tout ce qui existe sur la Terre, je peux me le procurer, moyennant finance, moyennant réseau, mais je peux avoir des fruits en toute saison, des légumes en toute saison, tout type de fruits secs, tout type de céréales, tout type de légumineuses. Et donc ça me renvoie plus vraiment à la nécessité de me connecter à mon environnement, et surtout à si l'environnement raréfie ce qui devrait être mon alimentation, est-ce que je ne devrais pas raréfier aussi, ou diminuer mon alimentation jusqu'à venir à une certaine frugalité. On est plus dans une optique consumériste, dans le monde dans lequel on vit, consommation au sens large, donc on va aussi consommer de la santé. Et l'erreur qu'on fait tous, au moins au départ, ou par fragment de notre vie, c'est de dire je vais miser sur un super aliment pour apporter la santé, ou je vais miser sur un complément alimentaire pour amener la santé. Et on oublie souvent que si on mange équilibré, cet équilibre il est apporté naturellement au corps, et que les déficits ils sont souvent plus dus par des obstructions que par des carences. Pour simplifier, il y a 3 types de carences. Il y a la carence par déficit d'apport externe, c'est-à-dire que je vais être, par exemple carencé en bêta-carotène, c'est
je vais peut-être jamais de carottes, qui serait ma section de bêta-carotène. Ça, c'est un fait. Si j'en prends pas, c'est clair que j'en aurais pas dans ma cellule, mis en circulation dans mon sang. La deuxième type de carence, ça peut être le déficit de restitution. C'est-à-dire, pour une raison X ou Y, qu'on verra plus tard dans la conférence, les nutriments que j'ai ingérés ne vont pas être restitués correctement aux cellules. Et la troisième source de carence, c'est peut-être la carence par maintien, stockage, notamment au niveau du foie, c'est-à-dire j'assimile ce nutriment, mon foie vient le filtrer, mais au lieu de le restituer dans le milieu intérieur, il va le stocker. Ça, c'est la plus problématique. Là-dessus, la médecine, elle a un regard qui est assez spécifique, c'est de dire s'il manque quelque chose dans le sang, on apporte, et on surapporte. La naturopathie, elle a plutôt une vision de terrain, une vision globale, et qui peut aller très loin, des fois, comme l'a fait remarquer le professeur Marchesso. Marchesso, c'est un biologiste français, des premières parties du XXe siècle, qui a importé la naturopathie de l'Amérique du Nord jusqu'en Europe et spécifiquement en France. Vraiment le père de la naturopathie francophone, moins européenne. Et lui, il avait eu des expériences justement de personnes qui étaient fortement carencées en fer, et qui allaient jusqu'à l'anémie mortelle, c'est-à-dire des personnes mouraient dans un état squelettique cadavérique extrême. Et puis pour comprendre ce phénomène, parce qu'il donnait des complémentations, etc., pour comprendre ce phénomène, il a fait pratiquer les autopsies. Il a remarqué que sur ces personnes, dans leur très grande majorité, voire totalité, on retrouvait des pigments de fer dans l'ensemble de l'organisme, essentiellement sur le foie et sur la race. Donc il s'est longtemps posé la question, pourquoi cette personne qui a autant de fer dans son organisme meurt d'anémie de fer? Et si vous me dites s'il y a apport, c'est qu'il y a déficit de restitution. Qu'est-ce qui pourrait empêcher un nutriment d'arriver jusqu'à bon port, c'est-à-dire la cellule, c'est la base de notre système, c'est vraiment le microsystème humain, enfin vivant, au sens ça, que ce soit le règne, que ce soit végétal, minéral, ou animal. Qu'est-ce qui fait que cette information ne va pas à la cellule? Là, c'est de l'obstruction. C'est de l'obstruction dans cette cellule et autour de cette cellule. On est extracellulaire. Donc il a fait quelque chose de complètement fou, il a fait pratiquer le jeûne à des personnes qui mouraient de faim, en définitive. Et puis, au bout de 10 jours, les personnes étaient non seulement en vie, en plus le taux de fer s'était régulé dans le sang jusqu'à revenir à la norme. Et plus que le taux de fer, d'autres micronutriments, des minéraux, des vitamines. Et là, il avait mis le doigt sur quelque chose d'assez fondamental, c'est que le terrain était en vérité tout, c'est qu'on ne pouvait pas s'attarder jusqu'à la mort à essayer de nourrir une personne, c'est qu'on ne pouvait pas assimiler. Là, c'est l'exemple extrême, mais on peut l'extrapoler à l'ensemble des individus, en pointant du doigt les carences auxquelles on peut tous faire face dans les lieux. On peut connu le fer, on aura les vitamines D, on aura le calcium, on aura certains minéraux alcalins comme le potassium ou le magnésium. Il va être d'autres problématiques, on les aura au niveau de l'équilibre cellulaire. Mais en tout cas, que potentiellement, on a une réserve en nous, qui n'est pas utilisable par obstruction. Et le but de faire des diètes, des jeûnes, des monodiètes, enfin des cures, quelle que soit leur intensité, plus que de miser sur un aspect esthétique, de perdre des kilos, d'avoir une belle silhouette, de rentrer dans un maillot de bain ou autre, ou d'avoir une belle peau, c'est de favoriser les échanges cellulaires. Quand on fait une cure, on travaille sur le passé, parce qu'on nettoie, mais on travaille pour l'avenir. J'optimise mon système pour que tout ce qui est de magnifique dans le corps humain, parfaitement au point, fonctionne en alchimie et en harmonie. Tout ce qu'on fait dans notre vie, généralement, dans notre vie, c'est-à-dire dans notre vie moderne, on est dans la logique du mieux par le plus, on va rajouter des obstructions. Par méconnaissance, pas par volonté. Peu de personnes qui se font mal volontairement. Mais c'est par méconnaissance et du corps et des lois qui régissent la physiologie du corps. Et donc, du coup, avec cette expérience, entre autres, du professeur Marchesso, on se rend compte qu'on a un potentiel en nous, même dans les cas les plus extrêmes. Donc, au quotidien, ça peut être un super outil. Je compte essentiellement sur ma nourriture
pour me donner des nutriments, mais celle-ci, à un moment donné, si elle est trop excessive, ou trop différente de ce qui devrait être naturellement conçu pour mon corps, peut se retourner contre moi en bloquant les facteurs nutritionnels, les échanges de facteurs nutritionnels. On peut voir dans cela les cures comme des respirations. Permettre au corps de dire, oui, tu es dans une relative abondance, mais dans un certain confort de vie qui te permet d'avoir accès à de la nourriture 3 fois par jour dans une grande quantité, dans une grande variété, de jouir par plaisir aussi, mais à un moment donné, sache que ça apporte des obstructions, et que plus tu mangeras, plus tu risques d'être carencé, paradoxalement. Et donc offre à ton corps tes respirations, qui peuvent aller de la simple monodiète, juste manger moins, ou faire sauter un repas le soir pendant une semaine, jusqu'à des choses plus poussées, selon les besoins, comme un jeûne de plusieurs jours, voire plusieurs dizaines de jours. Là aussi, il faut pas être fanatique ou dogmatique. C'est pas parce que le jeûne aura produit des effets très spectaculaires, très forts et très durables chez votre voisin, qu'il sera immédiatement adapté pour vous. Le corps, il n'aime pas la brusquerie. Personne n'est brusqué. Brusquer le corps, c'est le stresser. On sait que le stress, c'est oxydatif. Ça imprime quelque chose dans nos cellules aussi. C'est pas parce qu'on n'a pas écouté son corps pendant des dizaines d'années que par un sursaut de conscience, on doit tout de suite entamer le chemin inverse. Il faut y aller avec douceur. Et s'il n'y a pas de cas urgents, c'est assez rare qu'il y ait des cas d'urgence critique, il faut prendre le temps déjà de réfléchir sur cette notion de respiration dans le corps, qui se passe en 3 temps. J'ingère, je traite, j'assimile, et je rejette. Il faut déjà vraiment comprendre ces mécanismes-là. Et on les vit au quotidien dans un rythme circadien. Je mange 3 fois par jour le matin, le soir, la nuit, j'élimine. Il y a une régénération cellulaire qui se passe. Et on l'observe le matin quand on urine, plus chargé, généralement. Si le travail s'est bien fait, on va lasser. Et d'ailleurs, on appelle le premier pas de la journée le déjeuner. On casse le jeûne. Il y a vraiment cette notion-là de respect physiologique. Après, justement, se dire, qu'est-ce que pourrait être la première diète? Nourrir le corps avec raison. Si je sors d'un jeûne, comme la nuit, je vais pas manger pendant 12 heures. Quels aliments je vais apporter au corps en premier? Ceux qui sont le plus digestes, le plus facile à digérer pour moins brusquer le système. Parce que lui, il est encore dans un rythme d'élimination. Il est dans un processus autonome, d'autolyse, et tant qu'on ne lui redonne pas une autre fonction métabolique à accomplir, il va éliminer. Dès l'instant que je vais ingérer quelque chose, la priorité du corps, ça va dire urgence. Là, il y a quelque chose qui est en train de transiter par l'œsophage, qui va à l'estomac. Mon énergie, je la mobilise à ça. Je suis en train de parler, il y a quelque chose qui me tombe sur la tête, j'arrête de parler, je m'écarte. Ma priorité, c'est de me sauver. La priorité du corps, ça va être de dire, là, il y a quelque chose qui arrive dans l'estomac, je déclenche des enzymes, je mets en symbiose tous les organes parce que je sais que c'était l'aliment, je suis en train de le prédécomposer, et c'est parti pour 3-4 heures de digestion. Et là, je coupe ce processus métabolique de nettoyage. Mais, tous les aliments ne vont pas mobiliser les mêmes ressources énergétiques. Si je mange, par exemple, ce qu'on appelle vulgairement un féculent, qui ne veut pas dire grand-chose, on va mettre dans le même panier des pommes de terre, des pâtes et du pain, en tout cas un aliment amidonné, complexe, par sucre complexe, je vais mettre entre 3 heures et 5 heures de digestion à l'heure, sachant que je suis peu doté en amylase, c'est-à-dire l'enzyme qui permet de scinder les chaînes d'amidon, donc ils vont me demander un effort, donc 3 à 5 heures de digestion. Si je mange des sucres simples comme un fruit, je vais mettre 20-25 minutes de digestion. Donc il est évident que ce processus de nettoyage de la nuit qui continue le matin, je vais moins l'entraver si je mange des fruits, si je mange des aliments complexes à digérer. Et non seulement je vais moins l'entraver, mais surtout je vais moins rajouter de couches à nettoyer. Et c'est en ça où c'est intéressant par rapport au fameux coup de barre de 10 heures. On dit là, j'ai faim, là, et ça gargouille, donc j'ai faim. Et là, si vous faites le lien avec ce que je viens de dire par rapport à l'immédiateté des processus métaboliques à déclencher, on peut peut-être analyser le fait que le dernier repas pris, peut-être à 19h30,
jusqu'à 7 heures du matin, on se lève, il y a 12 heures. Je me lève le matin, j'ai pas le ventre qui gargouille. J'ai pas la faim qui hurle. En revanche, je prends mon petit déj à 7 heures, à 10 heures, j'ai le ventre qui gargouille comme jamais. On passe d'un rapport de 12 heures à 3 heures, où il y a plus de faim qui se manifeste au bout de 3 heures qu'au bout de 12 heures. Donc c'est qu'il y a quelque chose de autre que la faim. Peut-être que mon repas du matin était trop agressif, trop déséquilibré, et que ça a nécessité un travail aussi fort de l'estomac, qui doivent à ce point travailler pour reconstituer un milieu favorable pour digérer. Cette sensation de faim peut être aussi accompagnée de maux de tête. Si je mange pas, j'ai la nausée. Je vais avoir mal à la tête jusqu'au repas du midi. Évidemment qu'on peut tous se passer de manger pendant 3 heures, sinon ça sera assez dramatique. Par contre, le corps, lui, il lance toujours le processus. Il est toujours occupé à faire quelque chose. Il va pas se reposer. S'il digère pas, il répare, il nettoie. Donc les symptômes, ce qu'on dit de faim, coup de barre de 10 heures, c'est juste une autolyse de l'estomac par rapport à un petit déjeuner qui n'était pas approprié, qui est venu casser un processus qui était mis en place, qui était coûteux en énergie, et où c'est comme si on était passé de la 5e à la 2e sur un véhicule. Ça, c'est la première chose. Après, les réactions que peuvent être la fatigue ressentie et les maux de tête, ça va être simplement des processus de détoxination. Toute personne qui a jeûné ou accompli des diètes ou des monodiètes a éprouvé, à un moment ou à un autre de ces cures, ces manifestations symptomatiques. C'est ni plus ni moins des toxines qui sont relâchées des organes en stockage dans le milieu intérieur, donc dans le sang, généralement pour être évacués par les reins. Si ceux-ci ne sont pas fonctionnels, ou alors il y a une trop grande abondance de déchets métaboliques à filtrer et à éjecter par les urines, ça repart dans le milieu sanguin global, et ça va venir déclencher des manifestations symptomatiques là où il y a le plus d'états de congestion. Ça va déclencher des céphalées, des choses comme ça, voire des excès de transpiration, des maux de tête plus ou moins prolongés, des vertiges. C'est des réactions symptomatiques qui font juste prendre conscience et qui donnent la mesure de l'état d'intoxication de l'individu. Sauf qu'on a vu que si je mets un aliment dans mon corps, la réaction immédiate, ça sera d'aller mobiliser l'énergie au profit de la digestion. Donc je coupe ce processus de nettoyage. D'où ce qu'on pense être la faim, c'est presque un réflexe pavlovien, mal de tête, maux de ventre, je mange, c'est fini. Donc, en fait, c'était la faim. Mais c'est prendre le problème complètement en l'envers. Justement, c'est le moment où tu dois le moins manger, puisqu'il y a un processus contraire qui est en train de se mettre en place et qui travaille à ton avantage. C'est assez simple à tester, si ça vous arrive. Il suffit juste pour ralentir ce processus d'autolyse, pour que ce soit plus confortable à vivre, plutôt que de manger une barre de céréales ou autre, déjà un fruit, ou alors de boire une tisane, ou un jus de fruits, ou un jus de légumes, quelque chose qui est moins dévorant en énergie, par exemple sans fibres pour les jus, ou alors très digeste comme les fruits, et puis de faire ça, puis on verra que les maux de tête vont s'abaisser, et puis jour après jour ils vont s'estomper jusqu'à ne plus exister. Puisque cette respiration qui aura été donnée de 5-6 heures le matin, en plus du jeûne de la nuit, aura suffi à nettoyer la première couche qui était nécessaire à la détoxination. Si on veut vraiment tester en profondeur, on dit, en fait, je laisse faire et je bois de l'eau. C'est ce qui arrive quasiment systématiquement aux grands buveurs de café. C'est ce qui m'est tout le temps rapporté. J'ai arrêté le café, comme vous me l'aviez dit. Par contre, j'ai des migraines à la place. Mais quand je bois un café, c'est bon. Évidemment, le café, de mon point de vue, c'est un toxique. En tout cas, c'est un gros stimulant. Ça demande un effort énorme à l'organisme. On est en plein sevrage. On est en détoxination de café, donc évidemment qu'on a des maux de tête. Si je rajoute quelque chose de très toxique, je mobilise énormément de ressources pour aller gérer ce toxique et le diluer dans le corps. C'est ni plus ni moins ces explications-là. C'est ce qui arrivera au fumeur qui a une grosse barre quand il fume pas, et quand il fume sa cigarette, il a plus de barre. On est toujours dans la même chose, en fait. C'est pour ça que le toxique est apaisant, parce que justement, il mobilise énormément de ressources. En parlant de cigarette, on peut se dire, on peut être assez prompt à analyser les réactions symptomatiques du corps selon comme ça nous arrange. C'est-à-dire, je suis gourmand, je vais plutôt me dire j'ai faim plutôt que je suis en train de détoxifier. Et un exemple qui est parlant, puisqu'on parle de cigarettes, c'est si, moi, admettons, je ne fume pas. Si quelqu'un fume, il me tendre une cigarette, et lui, il se prend une cigarette, je fume.
je vais tousser, comme jamais. Lui, il va pas tousser. Il pourrait dire, tu vois, j'ai des poumons en meilleure santé que toi. Je lui dis, je te remercie pour cette leçon, je t'invite au sport d'hiver, viens, on va en altitude à 1000 mètres. Je prends une grande brassée d'air, et lui, il tousse, crache ses tripes, et moi rien. Et il pourrait me dire, tu vois, l'air pur, c'est néfaste pour la santé. Ça paraît bête, dit comme ça, mais vous en lirez quantité des choses comme ça. Et vous en entendrez aussi quantité, et nous-mêmes, on est assez facilement influençables envers nous-mêmes pour se raconter des histoires, pour s'amender de certaines choses. Mais ça, tout repose sur des lois physiologiques qui sont là, et qu'on peut observer. Et si on segmente le corps, si on regarde que des symptômes, ou on aura une vision que partielle, où on comprendra pas grand-chose. Si on a une vision plus large, mais là ça demande une grande investigation, c'est ce que la naturopathie, entre autres, essaie de faire, avoir une vision holistique de l'humain, là on va devoir prendre du recul. C'est plus au microscope qu'on va y aller. C'est vraiment regarder l'individu dans son ensemble. Déjà regarder, on peut voir, presque par observation, l'état d'intoxication d'un individu. Il y a différents critères d'analyse pour ça. Déjà de voir, évidemment que s'il y a un excès de graisse, c'est qu'il y a un stockage de déchets. Ça paraît bête comme ça. Mais c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être des douleurs articulaires. C'est qu'il y a des déchets acides qui seront stockés au niveau des articulations. Ça va être aussi, on parlait de fumée, la voie éraillée, la sécheresse des tissus, la sécheresse de la peau, les ongles cassants, les cernes sous les yeux qui seront jaunes, moins brillants, les cheveux cassants, secs ou bien gras, psoriasis, de l'eczéma, des éruptions cutanées. Voilà, tout ça sont des signes ou d'intoxication ou de désintoxication. Donc le corps il s'exprime tout le temps. Ou on va voir ça comme un désagrément ponctuel et symptomatique et on va le traiter localement et temporairement, ou alors ça nous fait prendre conscience que c'est quelque chose de plus profond. Tiens, ça donne une réalité de mon terrain. Alors si on a rencontré des circonstances exceptionnelles dans la vie, un stress, un excès de nourriture, un excès de sport, une absence de sport, une absence d'air pur, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter plus que ça, puisqu'on va revenir à l'équilibre après de nous-mêmes. Par contre, si on rentre dans quelque chose qui est moins ponctuel, moins aigu et plus chronique, si j'ai tout le temps des douleurs articulaires, si je suis tout le temps fatigué, si j'ai tout le temps dans la lourdeur dans la zone des reins, si je suis tout le temps saturé après le repas, là on rentre dans quelque chose de lourd, qui est en train de devenir pathologique, chronique, quand bien même il n'y a pas de révélation ou diagnostic médicaux, que ce soit l'IRM ou prise de sang, il y a quand même des manifestations émises par le corps, c'est où je les écoute, ou alors j'en fais fi, et ça viendra me dépasser, et prendre des proportions qui sont difficilement gérables par moi-même après. Le but c'est pas d'en arriver là, évidemment, c'est que dès qu'il y a une crise aiguë, on en prenne compte. Dans la conception de la naturopathie que j'ai, qui est plutôt hygiéniste, qui est pas plutôt hygiéniste que hygiéniste, on prend la maladie comme une chance, c'est-à-dire un processus autorégulateur dans le corps pour venir nettoyer l'organisme. Notre réaction par rapport à ça, elle peut être double. Ou je l'accueille et je l'accepte, ce qui est généralement fait spontanément par le corps. Si vous regardez un enfant qui est malade, il ne mangera pas, il n'aura pas faim. Ou alors je prends ça avec peur, et je dis, il faut que j'en dise que ça, c'est une problématique, c'est un problème, c'est pas une chance. C'est différent, c'est un positionnement. Même je peux le voir avec la peur. Parce que je vais avoir la maman, mon petit, prends des forces, t'es malade, faut que tu sois en forme. Non, parce que le potentiel énergétique de l'enfant, il est le même. C'est juste que son énergie, elle est mobilisée à l'intérieur de lui pour gérer ce que la maladie lui offre comme possibilité d'éliminer les toxines, et qu'elle n'est pas gérée vers l'extérieur. Désiré Mérien, qui est un très grand biologiste et qui est la personne qui a le plus écrit sur le jeûne en langue francophone, peut-être même dans le monde, parle de phénomène d'inversion énergétique. C'est-à-dire qu'on garde le même capital d'énergie, qu'on soit malade ou en santé, c'est juste qu'en fait, on va le mobiliser pour des tâches qui sont complètement différentes. Lui, il dit que c'est des tâches subconscientes. Les tâches conscientes, ça va être ce que je fais. J'interagis socialement, je réfléchis, je suis dans le mental. Je regarde monsieur, je regarde madame, je regarde à gauche, à droite. Je suis dans le conscient. Les tâches subconscientes, c'est-à-dire que ça travaille à notre insu. C'est le corps qui dit, stop, toi t'es couché sur le lit, je déclenche une fièvre. Donc là, je ne maîtrise rien. Je suis en antimétrie.
Et par cette antimaîtrise, je laisse le corps faire. Par contre, avec mon mental, avec mon conscient, je peux venir entraver ça. Moi, je décide de lutter contre la maladie. Je vais prendre des antibiotiques, je vais prendre des médicaments, voire même, je vais prendre des choses naturelles, mais qui iront contre le processus autorégulateur. Si on n'est pas convaincu qu'il y a un processus autorégulateur et autoréparateur dans le corps, il suffit juste de constater ce qui nous arrive de manière externe, souvent au niveau cutané. Je vais me faire une plaie béante, elle va cicatriser. Je vais me faire une fracture osseuse, l'os va se ressouder. Je vais avoir un peu de globules rouges bas, je vais donner des conditions adéquates sans stimulation, ça va revenir à la normale. Donc on a ce qu'on appelle des processus d'homéostasie, qui sont très largement répandus dans la vision naturopathique, et aussi dans certains courants homéopathiques. La plupart des courants homéopathiques, c'est-à-dire le corps a toutes les capacités à restaurer l'état de santé initial de l'individu si on n'entrave pas ces fonctions-là. Généralement, c'est compliqué, puisqu'on est pris dans un rythme de vie qui est assez fort, où on doit travailler, on doit s'occuper des enfants, on doit être opérationnel, on doit faire ci, on doit faire ça. On a peu l'occasion aussi d'écouter notre corps, et puis on nous a rarement appris à se reconnecter à notre corps. C'est-à-dire que si là, je demande à chacun d'entre nous, où est le foie, où est la rate, où est le pancréas, on ne saura pas. Par contre, on a appris en biologie, où ça peut se trouver sur certains insectes, sur certains animaux, on nous a rarement montré, fait toucher, même toucher ces organes-là. Alors que par palpation, on pourrait faire des autodiagnostics, par exemple. Ou alors, quand on a une petite décharge électrique dans le corps, savoir, tiens, c'est le grêle, c'est le côlon ascendant. Ça nous donnerait des indicateurs, on nous a tous ces indices. On est tellement distancié de notre corps qu'on n'a plus ces outils d'analyse-là, de diagnostic, et qui nous permettent de travailler spécifiquement sur notre corps. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas d'être éduqué tout le temps, il s'agit juste d'être à l'écoute et de respecter le travail du corps. Généralement, il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que vous avez des médecins 20 ans, restez au lit et buvez. Voilà, c'est ce que c'était recommandé, les médecins de campagne. C'était pas par méconnaissance, c'était par pragmatisme, en fait. Qu'est-ce que font les animaux aussi quand ils sont malades? Que ce soit l'animal domestique ou sauvage, il va s'y mettre à l'ombrage ou au soleil, suivant ce qu'il aura évacué, s'il est en état de fièvre ou en état de sous-énergétique. Et puis il va se contenter de boire et point. Ça arrive chez l'humain quand il est bloqué, quand il est à la limite du décès. Il va se reconnecter à cet instinct-là animal quand il a plus le choix. Mais sinon, son mental galope tellement fort, il va analyser tout ce qu'il a appris dans sa vie, tout ce qu'on lui a dit, pour essayer de trouver une solution dans sa base de données. Alors qu'en fait, il en a une base de données, c'est son cerveau reptilien, son cerveau animal, qui possède toutes les données pour faire le travail. Quand bien même, on peut avoir, avec des informations pratiques, des choses à mettre en place au quotidien, sans nécessairement se reconnecter à ça. Mais la première chose, ça serait déjà ça. Pour moi, une première cure, ça serait de se dire, si on voulait faire une vraie diète, c'est, je mangerai uniquement quand j'ai faim. Ça paraît absolument bête, comme ça. Mais je suis persuadé que la plupart d'entre nous ne mangent pas quand il a faim. Je me lève le matin à 7h, j'embauche à 8h30. Donc j'ai un laps de temps pour prendre mon petit déj. J'ai une pause de 12h30 à 13h30. J'ai un laps de temps pour me restaurer. Le soir, je vais chercher les enfants à l'école à 17h30. Je vais au lit à 20h30, je veux qu'on fasse un repas familial ensemble. J'ai 1h30, 2h de créneau. Et ça va être compliqué de gérer les attentes de chacun, etc., etc., etc. Et aussi, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Qu'est-ce que j'ai besoin de manger? Ça sera ce qui est dans le frigo, ce qui est dans les placards. Mais j'ai peut-être besoin d'autre chose. C'est pour ça que c'est complexe. Il ne s'agit pas de rêver de monde idéal et de s'en frustrer. Il s'agit de faire ce qu'il y a dans le meilleur des mondes à partir des connaissances qu'on a de la biologie. Donc on a vu que le matin, déjà, c'était de manger le plus léger possible, et évidemment les fruits. On parle de diète. Pour la première des diètes, c'est d'enlever les aliments qui entravent les processus biologiques qui sont parfaitement adaptés dans le corps. Déjà manger léger le matin. La deuxième chose évidente, c'est d'enlever les aliments les plus intoxifiants pour l'organisme. Donc ceux qui sont le moins physiologiques par rapport à notre espèce. Donc ça paraît une palissade de dire ça dans un magasin bio. C'est évidemment de manger des aliments qui sont pas dénaturés par les pesticides. Ce qui paraît une évidence pour nous,
ce qui paraît complètement farfelu pour beaucoup de gens. Ça, faut toujours se mettre dans une dynamique plus large et être conscient dans le monde que l'on vit. Ensuite, en tant que humain, il y a certains produits qui sont pas adaptés. Je vais parler très rapidement de l'amidon. C'était complexe à digérer. Il y a eu une conférence que j'ai donnée il y a 2 mois, je crois, sur le régime végétarien. J'ai abondamment parlé des céréales. J'ai fait un gros focus sur les éléments à gluten et surtout sur le blé. Je vais en reparler très rapidement. Le blé moderne, c'est bien bonne herbe, il a été à ce point modifié sur les 40 dernières années qu'il est complètement déstructuré au niveau chromosomique de son ADN. C'est 7 paires de chromosomes à 21 paires. Donc le corps humain a énormément de difficultés, voire ne reconnaît pas. Peut-être que ça sera le cas dans 15 générations, quand on aura muté suffisamment pour pouvoir les tolérer, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Donc ça, c'est le blé moderne, je précise moderne, n'est pas un aliment physiologique. La deuxième chose, je parle des produits de grande consommation, on va pas faire une liste exhaustive, ça prendrait 2 heures. Ça concerne évidemment tous les produits laitiers et à plus forte raison de l'élevage. De manière très simple, les laits animaux sont à destination d'animaux spécifiques, pour des périodes de vie spécifiques, c'est-à-dire la croissance jusqu'au sevrage. Tout autant qu'on est ici ce soir, on a sorti notre période de sevrage, et on n'est pas ni des veaux, ni des chevreaux, ni des petits animaux. Ça peut s'entendre dans un occasionnel, c'est pas un souci, mais en aucun cas ça fait partie de l'alimentation physiologique humaine. Si je suis mongol errant dans les steppes, nomade, évidemment que je remercie ma jument de me donner du lait tous les jours et pouvoir le travailler. C'est ma seule source de vitamines et de minéraux. Sinon je mange des racines et des plantes. Donc oui, sauf qu'on voit bien qu'on est dans un monde d'extrême abondance, donc il y a moyen de faire sans. Et puis surtout, on sait que ça entrave des processus régulateurs. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes conscients que le lait de vache est absolument dramatique pour la santé. Ça arrive dans les grands médias. J'ai vu que le professeur Joyeux, chez Michel Drucker il y a peu, a réussi à placer ça plusieurs fois dans une interview, une heure de grande écoute sur une chaîne de grande écoute. C'est passé comme une lettre à la poste. Absolument inimaginable il y a 15 ans. Scandale. Aujourd'hui, oui, ça s'entend. Même si la personne continue de prendre du polyéthylène, elle va dire oui, je sais que. Rien que le savoir, ça permet de dire, je le prends pour le plaisir. C'est pas dérangeant en soi. Mais on sait en tout cas que c'est plus une nécessité vitale. C'est ça qui est important de comprendre. Donc déjà, réduire cette consommation d'aliments non physiologiques, ça va déjà être une première détoxination, parce que si je mobilise moins d'énergie à mon corps pour les tolérer, les accepter et les gérer, je vais accorder plus d'énergie à l'élimination. Donc la première cure de détox que vous pouvez faire, c'est d'enlever les aliments qui entravent le plus ces processus éliminatifs, on va dire endogènes, et faisant partie de nous-mêmes. Et puis je parlerai également des excitants, café, thé, cigarettes, alcool, qui sont évidemment des aliments lourds à gérer. La deuxième chose aussi, avant d'entamer une cure, c'est de faire un petit bilan de ces organes émonctoires. Les émonctoires, ce sont des filtres qui permettent à l'organisme de déjà filtrer les déchets, et de les éliminer à l'extérieur du corps, là où est leur place. Alors, il y en a plusieurs, on peut en dire 4, on peut en dire 3, on peut en dire 5, ça dépend comment on se place. Il y aura les reins, il y aura l'intestin, il y aura les poumons, la peau, et on peut inclure le foie aussi. Alors, ils n'ont pas tous des actions similaires, ils ont des actions complémentaires, voire relais. De mon point de vue, les deux principaux, ce sont les reins et le foie. Je vais mettre ça dans cet ordre-là. En sachant que les fonctions vitales préservées en cas d'urgence mortelle, les 3 organes qui sont protégés en dernière cour, c'est le cerveau, le cœur, les reins. Donc les reins. L'outil de diagnostic le plus simple pour savoir si on a des reins qui fonctionnent, c'est est-ce qu'on a des urines colorées qui sortent. Si oui, ça indique qu'il y a des choses qui sortent. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a rien qui sort. Du coup, c'est qu'on détoxifie pas ou peu. Et donc déjà, ça fait un organe filtrant moins, et celui qui est le plus important, le plus utilisé. Et combien de fois j'urine par jour? Il est dit, c'est la théorie, il faudra aller uriner entre 7 et 12 fois par jour.
Je sais pas trop comment me placer par rapport à ça, par rapport à chacun, mais en tout cas, pas 2-3 fois, mais pas 4-5 fois, ça c'est sûr. Au moins que ça sorte très foncé le matin. Après, suivant la quantité qu'on va boire, ce qu'on va boire, l'urine va pouvoir être chargée différemment, autrement odorante, mais on doit uriner le matin de manière très foncée. Et le reste de la journée, couleur jaune paille, jaune citron, à peu près. Au moins 6-7 fois. Si on utilise cette couleur-là en 2 fois, bah, c'est normal, il y a une plus grosse concentration. Le deuxième organe filtre, c'est les intestins, donc ça veut dire déjà pas être constipé, ça marche. Alors, la constipation, c'est très subjectif. Mais, normalement, c'est 1 à 2 selles par jour. On n'est pas constipé. Et puis qu'on a l'impression d'avoir évacué complètement ce qu'on avait évacué, sans rétention, la partie basse du côlon. Le troisième organe, c'est les poumons. Donc ça, on va pouvoir le voir déjà. Généralement, on est en sous-capacité respiratoire. Peu d'amplitude. Peu de mouvement de la cage thoracique et de l'abdomen. Donc, si j'aspire peu, ben, je vais avoir un expire qui est à l'identique de mon inspire. Donc, j'expirerai peu de CO2. J'ingère de l'oxygène pour aller nourrir la cellule. On va dire désoxyder le corps et rejeter les déchets métaboliques par le CO2. Déjà, si je respire peu, c'est peu utilisé. Si j'ai une haleine chargée, ça peut aussi indiquer que j'élimine des choses par cet émonctoire-là. Ça peut renvoyer aussi un travail des intestins du foie. L'autre organe qui est très parlant, c'est la peau. La peau, ça fait 2 mètres carrés. En naturopathie, on dit que c'est le 3e rein. Si ça sort par la peau, si c'est aigu, ça peut vouloir dire, je parle de psoriasis, d'eczéma, des choses comme ça, si c'est une crise aiguë, passagère, ponctuelle, ça peut vouloir dire qu'on a généré un état d'intoxication passager, surdose, et que la peau a pris le relais puis a sorti, c'est très bien. Si on bascule dans le chronique, là, ça veut dire que le corps est à ce point surchargé, il prend la peau comme un organe relais, constamment sollicité. Après, il n'y a pas non plus de vérité absolue là-dedans. Surtout si on sait que le corps, c'est un immense récepteur à émotions. Les états de stress vont se manifester chez certains par des ulcères à l'estomac, par des crises hépatiques, et chez d'autres par des poussées d'eczéma. Mais il n'est pas dit que celui qui a la poussée d'eczéma soit plus intoxiqué que celui qui a l'ulcère, parce que le pot est un bon organe relais. Non. C'est son moyen à lui de détoxifier. Et ça va dépendre aussi de notre génétique. Ça va dépendre aussi de la capacité de notre corps à envoyer des messages par somatisation, suivant comment on est relié à lui, suivant quelle capacité on a à entendre tout ça. Là, on bascule plus dans le psycho-émotionnel et dans le psycho-analytique, mais c'est quand même à prendre en compte. Il n'y a pas que l'alimentation, il n'y a pas que l'air, il n'y a pas que la pollution électromagnétique. Il n'y a pas que l'eau. Il y a les relations sociales, il y a le stress généré par elles, et puis notre chemin de vie, notre développement spirituel qui est propre, et puis à certains moments, on est pris dans des choses qui nous tourmentent, nous bloquent, et qui peuvent déclencher des stress oxydatifs très puissants. Par la peau aussi, il y a la sudation. Donc on aura une sudation plus ou moins abondante et plus ou moins odorante selon qu'on sera plus ou moins intoxiqué. Par exemple, moi, si je mange des céréales, de la mi-journée qui suit, j'ai une transpiration qui est odorante. C'est mon outil de diagnostic pour me dire que c'est le mien. Et pourtant, mes reins fonctionnent correctement. Mais en tout cas, ça passe de la sauce de manger certains céréales qui sont lourdes à gérer, qui ont beaucoup d'acidité, ça va sortir par la sudation. Et puis il y a aussi le dernier organe que j'ai évoqué, le foie, qui est un peu à part, parce que lui il a tellement de fonctions métaboliques qu'il fait à peu près tout. C'est un peu la pluie et beau temps de l'organisme, c'est un peu le directeur. Le directeur d'une entreprise, s'il est fatigué ou en sous-fonctionnement, il y a de grandes chances pour que la relation hiérarchique soit pas optimum et puis que les employés soient aussi en sous-fonctionnement et ne travaillent pas de manière efficiente. Donc lui, il est dans tous les cas privilégié à mettre ou au sommet de la pyramide ou au centre du cercle quand on va s'attaquer à travailler tel ou tel organe, ou quand on va entamer une cure de détoxination quelle qu'elle soit.
Ça va se manifester par des crises, des lourdeurs, vraiment à prendre en compte. Et lui, c'est un réceptacle à émotion très fort, vis-à-vis de la colère notamment, de l'anxiété. C'est vraiment mis à contribution de manière très forte. Les gens qui s'intéressent à la médecine chinoise on sera mieux. Hippocrate aussi en parlait. Voilà, c'est à voir évidemment que, je pense que vous l'avez tous déjà ressenti, quand on a des émotions fortes qui nous arrivent, le corps il sert de bouclier très fort, bah, il peut des fois décompenser de manière très violente, jusqu'à nous bloquer ou rouler, par une simple émotion. Donc voilà, les deux choses à comprendre en préalable. Connaître l'état des émonctoires. Si on a des émonctoires qui fonctionnent pas, ça sert à quoi de faire une détoxination? On va leur dire, travaille plus, alors qu'ils sont déjà pas en capacité de travailler à minima. Donc c'est déjà de faire un autodiagnostic. Et c'est là où c'est dangereux de recommander des cures à quelqu'un sans connaître l'état de ses émonctoires. C'est comme si je dis à un employé, fait des heures sup, et qu'il est déjà en fatigue chronique. Je vais lâcher. Et évidemment que nos organes, ils ont des structures autonomes qui leur sont propres, mais ils communiquent les uns avec les autres. Et je peux pas leur dire, généralement, quand on est intoxifié, c'est aussi parce qu'on a des émonctoires qui sont faibles. Et donc si je déclenche moi-même volontairement, mentalement, des crises d'élimination, et que eux sont sous-fonctionnels, je vais encore plus les fatiguer, les animer. Certes, j'aurai des résultats à court terme, mais à long terme, il faut voir que j'ai une santé à construire jusqu'au dernier souffle. C'est par usure que je dois décéder, et pas par le fait que ça me lâche. Évidemment. Aussi, on pourra avoir une vision qui est de je prends des compléments alimentaires pour soulager ou stimuler tel organe pendant une crise d'élimination, une détoxination. Ça peut s'entendre. Là aussi, il faudra que ce soit des choses respectueuses de la physiologie du corps, qu'il y ait une approche holistique et globale de terrain, pour dire, bah oui, cette plante, elle est plus efficace que celle-là pour faire travailler, par exemple, les reins, mais peut-être qu'elle les fait trop travailler et que ça va les fatiguer. Oui, je vais faire sortir plus de déchets pendant 3 semaines, peut-être que je vais sortir pour rien par les urines, les 4 mois qui suivent, parce que ça auront été tellement sollicités qu'ils se seront mis en sauvegarde et travailleront plus. Donc là aussi, même dans la complémentation alimentaire, c'est pas d'aller chercher le plus, c'est d'aller chercher le respectueux puis de ce qui est le plus harmonisant. On doit chercher des choses qui soient à la fois stimulantes et reconstituantes. Une fois qu'on a fait ce bilan-là de nos organes filtres, qu'on a identifié les aliments dans notre régime alimentaire global qui était le plus intoxifiant, et qu'on les a éliminés, donc on a déjà un terme de détoxification. Éventuellement, si on a commencé à prendre des plantes pour commencer à relancer doucement les émonctoires, là on peut entamer quelque chose qui s'apparente à la détoxination. Quelque chose qui vient tout de suite à l'esprit, c'est de dire d'y aller en douceur. Par exemple, je mange juste des fruits le matin, je refais mon repas classique du midi, et je mange léger le soir. Mais on peut aussi faire bêtement et simplement en fonction du volume calorique. Si je sais que, par un calcul, j'ai besoin de entre 1800 et 2000 calories dans ma journée pour accomplir les tâches que j'ai à faire. Mon activité intellectuelle, mon activité physique, mon travail, mon sport, mes loisirs, etc. Bon, j'ai besoin de 1950 calories, ok. Si j'en mange moins de 1950, je suis en dette d'apport. Donc le corps vient piocher dans les réserves, ce qui manque. Donc de fait, je serai en élimination. Ça peut être une première approche. Mais, dans ces calories, je peux en prendre qui soient de mauvaise source. Je peux prendre 1000 calories de produits laitiers. Donc ça réglera pas le problème. C'est d'avoir qu'est-ce qui va prendre le moins d'énergie au corps qui va en apporter le plus. Ce sont les aliments qui sont le plus adaptés à notre système digestif. On va dire 80% au moins des végétaux. Donc, à plus je mangerai de végétaux, à plus je respecterai la physiologie de mon corps, plus j'amènerai de fibres pour activer un émultoire des intestins. Et si je mange par exemple des fruits qui sont très riches en eau, j'amènerai de la source hydrique, liquide, pour activer mon fonctionnement rénal. Donc ça paraît cohérent. Donc une première diète, ça peut être simplement d'apporter plus de végétaux frais, et évidemment biologiques. Si on va plus loin, on pourrait se dire, bah tiens, pendant 3 semaines, je vais manger que des végétaux. Des fruits, des légumes, des noix.
Et si je peux, maximum cru, pour demander moins d'efforts à l'organisme, pour compenser la perte d'enzymes et la destruction moléculaire engendrée par la cuisson. Après, je peux dire, je fais 3 repas par jour de ces végétaux. La deuxième étape, ça peut dire, je fais 2 repas par jour. Le matin, le midi, et le soir, je bois juste des liquides. Ça, c'est déjà très efficace. Ensuite, je peux dire, je fais qu'1 repas par jour. Le midi. Le moment où c'est le plus adapté à la digestion, le soleil est à son zénith, j'ai l'énergie maximum dans mon environnement pour digérer. Et en plus, j'ai eu une activité énergétique le matin, j'en aurai une l'après-midi, je vais éliminer bien, c'est ok. Et il y a un autre principe qui pourrait dire, je vais manger qu'un seul aliment, c'est la monodiète. Ça, c'est intéressant. J'envoie qu'une seule information au corps, donc il se met dans un seul rythme. Et il fonctionne. On connaît tous la cure de raisin, la cure de tout ce qu'on veut, hein. Cure de pommes, cure de carottes, peu importe. C'est une préférence. La cure de raisin est intéressante parce qu'on est sûr d'avoir des éléments gorgés de soleil, très minéralisants, c'est astringent, donc ça se travaille sur le système lymphatique, et on les a frais, parce que c'est cueilli à maturité. Donc, en plus, c'est une saison, le changement de saison, donc c'est là le plus, le corps est le plus au diapason pour effectuer des changements métaboliques. Et puis, un alignement par rapport au cosmos, de manière générale, tous les processus internes se mettent en phase avec l'écosystème qui nous entoure. On peut aussi, déjà là c'est très spécifique. Une monodiète, déjà on arrive dans un gros travail. La cure de raisin, généralement, elle est recommandée entre 10 et 21 jours. 21 jours de cure de raisin, vous manquerez de rien, vous ne serez pas en danger, hormis les exceptions faites toujours pareil pour les diabétiques, pour les cardiaques, pour les gens qui ont de l'hypertension, etc., précautions. Mais là, vous commencez déjà un travail en profondeur. Mais vous pouvez manger à satiété. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une frustration de vos calories. Quelle sera la frustration? Le mental, le plaisir, le lien social, la frustration, mais aussi, et surtout, la manifestation de ce que vient représenter l'alimentation au quotidien. Qu'est-ce qu'elle vient compenser? C'est généralement une compensation de l'ordre émotionnel. Ça peut être aussi pour des gens qui n'ont pas trouvé leur dynamique de vie un moyen d'occuper le temps. Entre le moment où je fais mes courses, je fais à manger, je mets la table, je mange, je fais la vaisselle, je m'occupe pendant 1h30. Pendant cette heure et demie là, je pense pas à ce que je ne fais pas et que je devrais faire pour me sentir réellement bien. Et où je suis obligé d'aller compenser cette absence, ce vide, par la nourriture. C'est pour ça que beaucoup de personnes mangent beaucoup le soir, pour éviter de penser quand il n'y a plus d'agitation de la journée. Si on se remplit là, on libère pas là. Et donc les idées ne viennent plus et puis on cherche à s'alourdir. Évidemment qu'en période de cure, c'est tout ça qui va revenir au galop. Non seulement on va traiter l'aspect physique, la détoxidation, le nettoyage du sang, de la lymphe, la restauration des fonctions primordiales des organes, mais aussi on va voir réapparaître toutes les obstructions mentales qui entravent notre bien-être au sens large, au niveau de nos émotions, de notre gestion de la nervosité. Et c'est pas négligé, puisqu'on est souvent conduit dans notre journée à réagir par réflexe en fonction de l'héritage émotionnel qu'on a accumulé par nos expériences de vie. Et ces diètes, ces cures, elles permettent aussi et surtout ça. C'est assez effarant les témoignages de jeûne que j'ai de personnes qui disent je bloquais sur cette situation des semaines, des mois, et en 4 jours de jeûne c'était résolu. Forcément on avait tout désactivé. Quand on est seul face à ses pensées, la solution elle est évidente. Il y a un lâcher-prise urgent qui est demandé pour accepter la décision qui s'impose. Si je suis dans l'agitation, puis dans le fait d'étouffer cette vérité-là, je vais agiter le mental, puis je vais avoir l'impression de baigner dans un marasme énorme, où il n'y a pas de solution. C'est des choix cornéliens. Sauf que quand on ne peut plus masquer ça, quand on est face à l'évidence, quand ça tiraille le ventre
que c'est pas la nourriture, et qu'on prend la décision et que ça nous libère, et on a l'impression de perdre 2 kilos juste en prenant une décision mentale sans l'ancrer dans le quotidien, c'est que c'était la bonne. Et il y a que le travail en profondeur par psychoanalyse, quelle qu'elle soit, accompagner la thérapeute ou le travail sur soi, la méditation profonde ou la cure en désactivant les fonctions métaboliques organiques denses qui permettent d'arriver à cette évidence-là. C'est pour ça que ces cures-là aussi, temporaires, elles permettent de faire une mise au point avec ce qui nous arrive au niveau plus subtil. La gestion de conflits avec autrui, les expériences douloureuses vécues, voilà. Tout ça, ça permet aussi d'être nettoyé par simple fait. Il n'y a même pas besoin de dire le déclencher. De la même façon qu'on on va pas contrôler un bouton qui pousse. On va pas contrôler une idée qui s'impose fortement et qu'on a juste à accepter. Quand bien même le mental lutte. Si ça s'impose, ça s'impose. On pourra faire ce qu'on veut, essayer de faire des dommages de la peau, si le bouton doit sortir, il sortira. Il existe aussi aujourd'hui tout un tas de cures qui sont spécifiques pour travailler sur des organes. Je pense notamment à la cure du foie, d'Andreas Moritz, du directeur et du Laclerc. Andreas Moritz, germano-américain, et du Laclerc, qui est un médecin américain. Tous les deux, depuis une trentaine d'années, ils abordent le nettoyage des organes de manière spécifique. Les reins, le foie, les intestins, la vésicule biliaire. Il faut les vésicule biliaire ensemble. C'est des choses qui sont très intéressantes, mais qui sont pas, pareil, c'est naturel, hein, pour le cas du nettoyage du foie, on va utiliser de l'huile d'olive, du pamplemousse, du sulfate de magnésium, et du jus de pomme. Donc, ça paraît naturel, ça paraît sans danger, sauf que, on va quand même déclencher des spasmes au niveau du foie. C'est pas anodin, c'est pas dangereux non plus, mais ça peut l'être pour quelqu'un qui est complètement sous-vitalisé, et surtout qui va pas respecter un protocole. Andreas Moritz, il a écrit un livre de 150 pages. C'est pas pour faire joli. C'est pour expliquer en théorie et en pratique comment faire. Et tous les signes indicatifs d'un état d'intoxication, il les note. Il les met. Et il demande à la personne de faire sa propre analyse. Et c'est là où il a un rôle de pédagogue que je trouve énorme. Et que pour moi, c'est un excellent thérapeute. Il y en a qui disent que c'était quelqu'un d'enfant, parce qu'il est décédé l'année dernière. Moi, je trouve qu'il a été extrêmement bienveillant et indicateur. C'est à la bonne appréciation du lecteur qui se décidera à suivre un thérapeute qui a suivi des dizaines de milliers de personnes et de se dire, moi, en fait, je pense que on peut tous penser ce qu'on veut, mais il y a des réalités aussi. Et donc, sa cure du foie, pour moi, elle est très bonne. Pas suivie, elle est dangereuse. J'espère que vous voyez cette subtilité-là, parce que dans toutes les cures, c'est comme ça. La même chose pour le jeûne. Bien conduit, c'est un bienfait énorme. Mal conduit, c'est catastrophique. Et donc, par exemple, le but de la cure du foie, c'est en fait de ramollir les calculs présents dans le corps. Alors évidemment, au niveau médical, on va dire, il n'y a pas de calculs, puisqu'on les voit pas à l'IRM, quoi que ce soit. Évidemment, parce que quand on les voit, c'est trop tard. C'est trop solidifié. Donc ça veut dire que on passerait de j'ai pas de calcul à un truc comme ça, du jour au lendemain. Évidemment qu'il se développe, qui met des années. Mais vu que c'est une matière organique molle, du cholestérol, c'est du gras, ça se voit pas à l'imagerie par rayonnement magnétique. Ou ça se voit quand il faut faire une ablation, quand la personne est à ce point plié que chez le médecin, qui palpe, que la personne hurle, c'est de la vésicule, un IRM, on confirme, et on procède à une ablation. Encore une fois, oui, c'est pas une pratique naturelle. Mais c'est des pratiques non naturelles qui ont amené la personne à développer des calculs. Donc qu'est-ce qu'on fait? On applique des choses, en effet, qui sont pas naturelles, avec des ingrédients naturels qui sont bien plus, 1000 fois plus bienfaiteurs qu'une ablation, qui va coûter son bien-être à la personne. Ce protocole est expliqué en détail sur 150 pages, et j'ai vu beaucoup de personnes venir en séance à moi en disant, moi, l'homéopathe m'a dit de faire ci, mais l'ostéopathe m'a dit de faire ça. C'est pas de jeter l'opprobre sur l'ostéopathie ou l'homéopathie. C'est en gros, quelqu'un dont la formation n'était pas cela, a dit, faites ça, il y avait une feuille. Donc 150 pages résumées sur une feuille. En gros, prenez du chlorure de magnésium, de l'huile. Ben non. Il vous a préparé longuement avant. C'est déjà soirée, c'est par exemple, faut faire 3 hydrothérapies de colonne complète
pour être sûr de nettoyer les intestins, pour que les calculs soient relâchés, part dans les selles, et puis être évacué dans les toilettes. Ça paraît bête, dit comme ça. Lui, il dit de faire même un nettoyage des reins avant. 3-4 mois avant le... Parce qu'il sait que si on donne un message à l'organisme de nettoyer, c'est tout le corps qui va se mettre au diapason, et qui va nettoyer. Les reins, les intestins. Mais si je stimule qu'un organe, sans avoir pris soin de remettre les autres en phase, j'irai à l'encontre du rythme de mon corps. Et donc ça, pour moi, c'est dangereux. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, parce que d'un livre, on a fait un résumé sur un site, d'un résumé sur un site, on a fait un blog, et d'un blog, on a fait une chaîne de mail, et d'une chaîne de mail, on a fait comme ça, on fait circuler. Et puis on va dire, Andreas Moritz a dit que, non, il n'a pas dit ça. Il a dit 150 pages. Il a pas dit 6 lignes. Évidemment que c'est plus coûteux que déjà d'acheter un livre, parce qu'on est quand même dans l'immédiateté, dans la consommation gratuite. Et donc c'est plus simple de se référer à une chaîne de mail que de prendre le temps d'acheter l'ouvrage, de le lire, de le réfléchir, de le souligner, de prendre des notes, de participer activement à ce qui est demandé, c'est-à-dire de faire son auto-analyse, de se sentir où on est, de faire des palpations, de se regarder dans la glace, de tirer la langue, de tâter, pour voir où on en est, comme ça indiqué, de dire, ah oui, ça c'est comme ça, ben je commence demain. Et c'est ce qui est fait, c'est dramatique, et personne dit, mais il n'y a pas de risque, c'est naturel. C'est toujours le discours comme ça. Alors, je suis pas le rabat-joie de service, par contre, dès le début de ma pratique, j'ai vu les limites de cela, et le but des conférences que je fais sur les cures et les diètes, c'est justement de freiner, de temporiser l'euphorie qui pourrait être généralisée pour ramener quelque chose à plus de raison. Et s'il n'y a pas d'urgence, prendre au moins le temps de découvrir son corps. Ça, c'est pour faire un tour du foie. Après, tout ce qui est phénomène autour des cures qui pourraient être des cures de jus, des cures de jeûne. Alors, je vais pas trop m'étaler sur tout ce qui est cures de jus. J'ai fait une conférence de 3 heures il y a 1 an et demi à Chalon, que j'ai enregistré, qui est disponible sur YouTube si ça vous intéresse. J'explique que pour moi, les jus sont des compléments alimentaires, qui ne substituent pas à l'alimentation, et qui peuvent être très utiles en cas de cure. Mais, de la même façon que j'avais répondu à une question, une dernière conférence ici, quand on me demandait quelle quantité de jus boire, ma réponse c'était la quantité équivalente d'aliments qu'on pourrait ingérer, qui ont servi à faire ce jus. Si je prends un jus avec que j'ai fait avec 12 carottes et 6 betteraves, je dois être capable, dans le temps où je bois ce jus, de manger 12 carottes et 6 betteraves. Ça paraît bête dit comme ça, mais c'est le cas. C'est pas parce que c'est liquide et que c'est pas sans effet, puisqu'on voit que ça a des effets. Et là aussi, je vais brusquer le corps, je vais lui dire, digère en 2 minutes ce que je mettrais 3 heures à manger. Oui, je vais l'alléger en fibres, mais je vais le surcharger en travail. Et je lui amène une telle quantité d'informations que lui, comment il va les gérer? Moi, j'en sais rien. Et l'organisme aussi, sûrement, il n'en sait rien, parce que c'est la première fois, là, ça n'existe pas un jus, naturellement, dans la nature. C'est pas sur un arbre, c'est pas dans la terre, donc c'est un procédé artificiel. On pourrait faire un jus en mâchouillant, en recraffant les fibres, en avalant. Donc c'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose qu'il faut voir aussi comme thérapeutique ou complémentaire, mais pas qui suffit à lui-même. Si vous regardez la cure de Bruce c'est quelqu'un qui a guéri par les jus, par la diète liquide, c'est un protocole sur 42 jours, c'était un hiver de jus par jour. Il y avait 80% de réussite sur des cancers stade 3, 4, voire 5. Donc lui, pareil, il sait ce qu'il disait. Et il surnourrissait pas le corps. Encore une fois, des cures de jus menées avec beaucoup de jus, on est dans l'optique de consommation. De plus. Alors qu'on sait qu'on a déjà tout ce qu'il faut. Si je rapporte un excès aux cellules, je vais pas nettoyer. Pour faire simple, si moi, quand je fais un jeûne de 10 jours, je vais perdre 7 à 8 kilos. Plus des fois. Si je fais un jeûne au jus de 10 jours, je vais perdre 1 kg, 1,5 kg. Pourtant, ça paraîtra, j'aurais vu presque la même quantité de liquide. Mais les informations nutritionnelles qui seront présentes dans le jus vont demander un travail au système assimilatif qui ne donnera pas une libre expression au système éliminatif. Toujours dans cette dynamique de transfert énergétique des choses. Donc, tout ce qui va être jus, tisane, toujours pareil, avec raison, avec modération, avec justesse. Toujours dilué à de l'eau, déjà. Toujours coupé.
Et puis enfin, on va parler du jeûne pour finir. Comme je l'ai dit en préambule, c'est une pratique ancestrale, partagée par toutes les cultures. Et si j'ai parlé, pendant la lecture quelle qu'elle soit, qu'on avait des informations émotionnelles, des déverrouillages mentaux qui se produisaient à l'absence de nourriture,